Merci à tous. Merci d'être venus. Je m'appelle Brenda. Je serai une co-présentatrice aujourd'hui avec Ellie. Je voudrais d'abord vous souhaiter la bienvenue à cette session par rapport à la santé mentale. Tonight, we're going to hear from Dr. Aujourd'hui, nous allons entendre de Dr. Fulchench, qui est un professionnel de santé mentale. Comment est-ce que les choses que nous avons expérimentées peuvent affecter notre corps et notre esprit? We're also going to find out what we can Nous allons aussi savoir ce qu'on doit faire pour que les choses se passent bien à la maison, par exemple. Okay, so our goal. Alors, notre objectif ce soir, c'est de parler comment est-ce qu'on peut prendre soin de soi par rapport à une situation assez difficile. Without talking much about the Sans difficult parler des choses difficiles dont nous avons eu à passer, par lesquelles nous avons eu à passer. Notre objectif aujourd'hui pour tous, de pouvoir que tout le monde se sente à l'aise pendant cette session et non seulement de parler des choses qui peuvent être difficiles pour vous ou vous énerver. talking about mental health Pour can parler de la santé mentale aujourd'hui, ça peut être assez lourd. Si à un moment donné, quelqu'un se sent, doit quitter, s'il vous plaît, sentez-vous à l'aise. Si vous devez vraiment prendre soin de vous d'abord. Notre session ce soir, c'est une initiative du groupe HR Connect, qui est un groupe des migrants et des réfugiés qui sont au DFW, qui travaillent ensemble pour pouvoir justement construire cette communauté qui sera meilleure pour tous. our group envisions La vision de notre groupe de DFW, c'est tout le monde est la bienvenue et embrasse justement, peu importe notre apparence, peu importe la langue que nous parlons, peu importe l'endroit où nous étions nés. we meet once a month to Nous share nous rencontrons une fois par mois pour partager nos expériences, pour faire des planifications et trouver des stratégies. Et si vous êtes intéressé de pouvoir se joindre à vous, s'il vous plaît, envoyez un message au niveau du chat et nous allons partager les détails par rapport à notre prochaine réunion. Une des priorités de HR Connect, c'est que la santé puisse être accessible et avoir un bon premier par rapport aux immigrés. Cette session aura des séries de planification pour le reste de l'année. Notre objectif, c'est d'avoir des informations crédibles, que la population soit en bonne santé, que tout ce dont ils ont besoin est dans la langue dont nous avons besoin. En juin, nous aurons une session en juillet, nous aurons une session en nutrition et pour notre prochaine session, Calais va mettre un lien dans le chat. S'il vous plaît, cliquez sur le lien et vous pouvez vous joindre à cette session. Nous aurons plusieurs sessions aussi à travers l'année. Il y aura des sujets comme la prévention du cancer, encourager en fait la santé mentale des adolescents. Well, hi everyone. Bon, I am bonjour à Dr. tout le monde. Change. I'm Je suis a Ali Fulchench et je suis une psychologue. Give me a thumbs up or something. Vous pouvez lever votre main ou montrez-moi le pouce si vous m'entendez bien, si vous savez c'est quoi la psychologie. Nobody is raising their hand, which is Il n'y a great. personne qui lève la main, donc ce qui est super. I get to explain a little bit Donc, about who I am and what I do. je vais un peu expliquer sur ce que je fais. A psychologist is someone who helps people cope. Un psychologue, c'est quelqu'un qui aide les autres par rapport au stress. And it could be any kind Et, of stress. et ça peut être plusieurs genres de stress. Mostly with Donc, ça marche beaucoup plus avec trauma. les personnes qui viennent de la minorité, qui traversent beaucoup de traumatismes, Our mind and our body and what we où ils ont des problèmes avec leurs pensées. I'm Et going avant que l'on puisse commencer, to look around your j'aimerais que surroundings. tout le monde regarde tout autour de lui Feel good. et trouver quelque chose qui fait en sorte que vous vous sentez bien. Ça peut être une couleur, It could be a picture of someone, ça peut être une photo, painting, be a pet, ça peut être un whatever art. it is. I'm going to invite you to share what it is. Et around me. je vais vous inviter donc à partager ce que vous allez trouver. I'm Donc, moi, looking je vais commencer. I have a lamp that I Je found vois une lampe at a thrift store, and it's made of a rock. et c'est fait d'un roc.
I look at it and Mais quand je le vois, j'aime bien. Ça me donne un bon sentiment. Je me sens bien en regardant cette lampe. The window scene, I see that. OK, je vois la fenêtre. What else do you see in your surroundings? Quoi d'autre? Quoi d'autre qui vous donne ce sentiment de bien vous sentir, de bien-être? Oh, une tasse de thé. Et pour les autres? Something right now that you can see or that you can touch in your Quelque chose que surroundings. vous pouvez voir ou quelque chose que vous pouvez toucher. Let's just take a few more answers. On va juste attendre quelques questions. What do you see or touch? Quoi d'autre que vous voyez ou que vous touchez et qui vous donne ce sentiment de bien-être? To dance. Oh, la danse. Seeing your daughter. En regardant votre fille. So we'll come back to that. OK, nous allons revenir à Let's ça. talk a little bit about what is trauma. Alors, parlons un peu de ce qui est un trauma. Raise your hand or give me a thumbs up if you've heard of the word trauma. Alors, levez votre main ou donnez-moi un pouce si vous avez déjà entendu le mot trauma. Raise your hand or give me a thumbs up. I see Je Teresa. vois une première réaction. Mhm. 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 Good. Okay. OK. So there's a lot Alors, of definitions of il y a trauma. plusieurs définitions du trauma, I'm gonna mais je vais... thank you, Callie, for putting it in the chat. merci, Kali, pour What you just ce que vous mettez dans la messagerie. what do you think of? Quand vous pensez au trauma, qu'est-ce que vous pensez? J'aimerais que vous puissiez me donner vos réactions dans la messagerie, dans le chat. Quand vous pensez au mot trauma, qu'est-ce qui vous vient en tête? So put that in the chat. What do you think trauma is? What do you think of when you think of trauma? The effect of an event. Thank you, Brenda. Un effet d'un événement, That's something that happened to you. une chose qui vous est arrivée, Disrupting one's well-being. une chose qui vous dérange, qui dérange votre bien-être. Yeah. Okay. OK. So on the next slide, something that causes harm. Une chose qui vous a fait mal. Patricia. Oh, très bien, Patricia. Yeah. So an event, it could be repetitive. C'est quelque chose qui peut être très répétitif. Yeah. Okay. So let's Oui, look at oui. the official definition of trauma. Alors, on va regarder à la définition officielle Van der Kolk. du traumatisme. Callie, can you? Thank you. Okay. Voilà. So Dr. Bessel van der Kolk. Donc, le docteur Bessel van der Kolk, qui est un chercheur qui a étudié le trauma, et il a défini le trauma comme quelque chose qui s'est produit, mais pas de façon adéquate, et qui produit du stress. Et la manière la plus facile de penser à ça, c'est penser que vous êtes dans un panier ou dans un seau et vous voyez cette image devant vous que ça déborde. Vous mettez de l'eau qui déborde. Parce que chaque seau a une certaine quantité d'eau qu'il peut contenir. Et quand il y en a trop, ça déborde et ça tombe par terre. Et c'est tous ces événements dans la vie qui arrivent et qui font que ça déborde. Et je me demande s'il y a quelqu'un qui s'est déjà senti vraiment débordé. Vous pouvez lever votre main ou montrer votre pouce pour vous manifester. Et les gens qui n'ont pas levé leur main, moi, je voudrais connaître votre secret. Donc, je vais vous donner un exemple du trauma. Un exemple de ma vie. Quand j'avais 8 ans, j'habitais dans un appartement
Et il y avait une infection avec les araignées. Je ne m'attendais pas. Un jour, je me suis réveillée et j'ai vu des araignées dans ma chambre. Et c'est quelque chose qui a vraiment choqué mon système, au point que même maintenant, comme une adulte, j'ai toujours peur des araignées. C'était un peu comme la réponse à un trauma. C'est quelque chose auquel vous pouvez penser, comme une petite chose comme une araignée. C'est ce genre de petites choses qui créent des traumatismes et qui les rend en grandes choses. Et c'est ce qu'on appelle le grand genre de trauma. Et dans la vie, il y a comme la réponse à ce trauma qui vient d'une personne qui a expérimenté un trauma. Et je pense que je suis parmi les seuls qui a comme cette réponse, cette réaction à les araignées. Je ne dirais pas que c'est le trauma, c'est l'araignée en soi qui a causé le trauma, mais c'est la réponse que j'ai eue par rapport à cet événement. La question est, qui peut définir que quelque chose est traumatique? Est-ce que c'est la personne? Est-ce que c'est le médecin? Est-ce que c'est un inconnu? Allez-y et donnez votre réponse. On va se donner 15 minutes. All right. Okay. Another 5 seconds or so. On va donner 15 minutes de plus, 5 secondes de plus, pardon. Et je vais un peu regarder les résultats que nous avons. Oh, voilà, il y a 82% qui disent que c'est la personne qui doit le dire. Alors, je vais parler un peu du deuxième choix, le choix de deuxième choix. Le docteur peut donner un diagnostic de ce qui peut être une réponse post-traumatique. Et le diagnostic est très important quand vous devez passer par un traitement. Donc, mais vous êtes la personne concernée, que ce soit que le médecin a donné son diagnostic ou pas, vous êtes la personne qui pouvait déterminer si oui ou non quelque chose a été traumatisant pour vous. Donc, nous allons maintenant regarder les différentes sortes de traumas parce qu'ils ne sont pas tous les mêmes. Une chose qui peut faire la différence du trauma, c'est la durée. Quelque chose qui peut arriver une fois, par exemple, comme l'infection des araignées. Il y a de ces choses qui peuvent être récurrentes. Ne pas avoir assez de nourriture. Le stress de la pauvreté. Ou si vous êtes dans une situation abusive à répétition. Donc, ça signifie que donc, vous êtes à un moment où c'est un cycle de passation de trauma. Un exemple avec ma maman. Elle avait quelque chose qui lui est arrivé par rapport au chien. Et pendant très longtemps et même maintenant, elle a peur des chiens. C'est comme maintenant, elle a un peu comme passé son traumatisme de chien à moi. Et vu que elle avait ce problème avec les chiens, donc elle a passé chez moi. Donc, je veux maintenant vous demander de pouvoir jouer un jeu, de pouvoir deviner
de voir quel est un trauma chronique ou un trauma passager. Qu'est-ce que vous pensez a le plus d'impact? Vous pouvez le mettre dans la messagerie. Oui, vous avez raison. Oui, les traumatismes qui sont de manière répétitive ont beaucoup plus d'impact. Que ce soit plus tôt dans la vie ou après. Alors, nous allons penser à quelque chose. Qu'est-ce que vous pensez qui a plus d'impact? Un trauma qui est arrivé plus tôt dans la vie ou un trauma qui est arrivé plus tard? Vous pouvez aussi réagir dans la messagerie. Lequel vous pensez qui a plus d'impact néfaste? Les traumatismes qui sont arrivés plus tôt ou plus tard dans la vie? Je vois qu'il y a des gens qui réagissent en disant que ce sont les deux genres de traumas. Yeah. So, well, Betty says early in life. D'autres ont dit plus tôt dans la vie. So, most of you are actually right. La plupart de vous ont raison. La majorité des traumas qui arrivent ont beaucoup plus d'impact. Par exemple, avec l'infection des araignées, si par exemple c'est quelque chose qui m'est arrivé maintenant, quand je suis beaucoup plus grande, ça aurait moins d'impact parce que j'ai beaucoup plus de connaissances et j'ai aussi une meilleure défense de comment réagir par rapport à ce genre de situation. Même si je voyais un araignée dans ma maison. Donc, quand c'est plutôt dans la vie, le traumatisme crée une forme de mémoire. Et ce n'est pas parce que vous ne vous en souvenez pas que ça n'a pas d'impact. Et le dernier facteur dont vous devez vous prendre en considération, c'est la relation que vous avez avec le trauma. Ça peut être un traumatisme mental. Si, par exemple, il y a eu quelques gouttes d'eau d'un arbre qui est tombé sur moi, ça pourrait être comme un traumatisme, savoir qu'il y a quelque chose qui m'a touché. Mais il y a aussi le traumatisme environnemental, mais qui peut être un trauma dans une relation, par rapport à une relation qu'on a avec une autre personne. Donc, encore dans la messagerie, si vous pouvez réagir, si vous pensez que c'est un trauma environnemental qui a plus d'impact ou un trauma dans la relation. Je vois Patricia et d'autres qui ont répondu que c'est le trauma dans la relation, dans les relations. Et vous avez totalement raison. Les traumatismes dans les relations ont beaucoup plus d'impact. Oui, très bien. Oui, Glenda, un très bon résumé que vous avez fait. Oui, c'est parce que c'est relationnel et ça a beaucoup plus d'impact. Ici, vous allez voir certaines terminologies dont on a déjà touché. Dans un traumatisme aigu, qui est une fois, un traumatisme chronique qui est répétitif, un traumatisme complexe qui est la combinaison d'un traumatisme chronique, relationnel
aigu, quelque chose qui s'est passé dans la vie, qui inclut la négligence, l'abus, l'exposition aux violences domestiques, et ça arrive de façon répétitive et dans les relations. Et c'est quand la personne est encore en train de se développer. Et il y a quelques définitions encore qu'on n'a pas encore touchées. Une, elle est appelée systémique. C'est par exemple que quelquefois nos régulations, nos lois produisent des stress en nous. Ça peut être le racisme, ça peut être l'homophobie et toutes autres formes de discrimination. Par exemple, sur les lois d'immigration qui peuvent aussi être discriminantes pour certaines personnes. Et l'autre système est vicariant, qui est dû au traumatisme d'autres personnes. Quand, par exemple, une personne écoute l'histoire d'une autre personne qui est passée par un traumatisme, qui, en fait, copie, qui enregistre ce traumatisme en lui. Si vous pouvez lever la main ou me donner un pouce si vous avez expérimenté ce genre de traumatisme. Oui. Patricia, oui. La COVID est quelque chose de systémique. Un très bon exemple. Je vois beaucoup de gens qui ont levé la main. Je voudrais qu'on continue un peu plus. Mais d'abord, je vais faire un petit moment de pause pour se calmer, se ressourcer. Si vous pouvez bouger un peu à gauche, à droite, vous balancer un peu. Je sais qu'il y a certains de vous qui sont en train de conduire dans une voiture. Mais si vous êtes un peu, si vous pouvez vous bouger un peu. Et je vais encore vous demander de regarder encore cette chose dont j'ai mentionné au début, qui vous donne du bien-être, qui vous donne ce sentiment positif. Donc, juste prenez un moment et regardez tout autour de vous et fixez donc cet objet. Et quand vous êtes prêt pour revenir, vous pouvez nous faire signe. Et si vous venez de participer à cette activité, vous allez même vous rendre compte de ce qu'est le trauma et nous allons parler un peu plus tard. Alors, pourquoi est-ce que nous parlons du trauma? Une indication de pourquoi si vous avez vu tout autour de vous, il y a beaucoup de personnes ici qui ont expérimenté le trauma. Et c'est pourquoi on l'appelle le ACE, les études de ACE. Et on parle donc des expériences qu'on a eues du trauma. Donc, nous allons parler de ça dans le diapo qui suit. Et ça, c'est une étude qui a été faite en 1994 avec des participants. Et c'était fait par le Centre des maladies infectieuses. Et c'était avec un département relié avec l'hôpital et un autre département du gouvernement. On a posé des questions comme si vous avez des gens qui vous protègent, si vous avez de quoi vous habiller.
Il y avait plusieurs questions qui avaient été posées sur les abus, la négligence, sur les menaces ressenties. Et cette photo voit le genre, ça démontre le genre de questions qui a été posée. Mais ce n'est pas par rapport à arriver dans les maisons, mais de façon quotidienne, les violences dans les communautés. Et quand cela a été fait, et on a eu un résultat très, très intéressant, on a vu que 2/3 de personnes, au moins une personne a subi un traumatisme. Et plus d'une personne sur 5 personnes ont subi plus de 3 traumatismes. Donc, nous allons parler un peu de l'impact du traumatisme dans le cerveau. Et je vais vous demander donc de faire cet exercice, de mettre votre pouce à l'intérieur de la paume de votre main et ensuite de pouvoir bien resserrer les autres doigts ensemble comme je suis en train de le faire. Ça sera un modèle de comment est-ce que le cerveau fonctionne. Et il y a 3 parties dont je voudrais parler. L'autre, c'est les 4 doigts qui sont bien serrés ici, la partie principale. Et ça, c'est la partie du cortex, le cortex préfrontal, qui est en charge des ordres. Quand vous décidez de pouvoir vous donner un ordre, c'est le cortex qui l'exécute. Et quand il est le temps de pouvoir changer à autre chose, nous avons les amygdales qui réagissent. Et en réalité, l'amygdale est comme à la taille de votre dernier doigt. Et l'hippocampus, c'est celui que vous voyez. Mais l'amygdale est vraiment comme le petit doigt, mais qui a la charge d'un plus grand sentiment, d'une plus grande responsabilité, de comment est-ce que vous acceptez ou vous refusez quelque chose. Est-ce que vous voyez quelque chose sur la relation entre l'amygdale et l'hippocampus? Quand l'amygdale ne réagit pas, toutes les autres choses ne peuvent pas avancer. Donc, si par exemple, il y a un ours qui vient directement devant moi, l'amygdale directement va réagir. Et donc, je serai toute bloquée. Et ça, c'est la réponse des amygdales. S'il y a quelque chose un ours qui vient devant moi, si j'ai appris quelque chose, par exemple, par rapport au livre de Shakespeare, oui ou non? Qu'est-ce que vous pensez? No. Definitely not. And the reason for that is because when the amygdala is on, everything else is off. Les amygdales sont au-dessus. And also the prefrontal cortex is off. Et le cortex préfrontal aussi est off. Donc, vous avez une réaction où vous allez soit être bloqué. Et donc, le cortex est responsable de prendre une décision, de voir ce qui arrive devant moi. Est-ce que je suis prête, par exemple, s'il y a ma famille qui veut venir pour souper avec nous, est-ce que je suis prête à pouvoir les recevoir? Donc, cette décision est prise par le cortex. I'm wondering which part of the brain do you feel like you Je me demande quelle est la partie du cerveau dont vous pensez vous avez beaucoup plus expérimenté le plus. Est-ce que c'est beaucoup plus l'hippocampus? Est-ce que c'est le cortex dans la prise de décision ou est-ce que c'est les amygdales?
qu'est-ce que vous pensez, que pensez-vous, quelle a été le plus la partie du cerveau avec laquelle vous avez eu plus d'expérience récemment? Les amygdales, ce sont des grands sentiments. L'hippocampus, c'est la peur. Et le cortex, ça a été les grandes décisions. Je vois Patricia, qui a été connu beaucoup plus le cortex préfrontal. Et je vois aussi qu'il y en a d'autres qui ont vu le cortex préfrontal. Okay. I'm going to bet that most of you have used probably all of these to some degree today. Because we have a brain with all of these parts and we use. Je veux dire que donc je vois que la majorité de nous a eu cette expérience avec son cerveau aujourd'hui. Et avec l'utilisation du préfrontal pour prendre les bonnes décisions et l'hippocampus pour voir aussi vos sentiments. Je vois que Brenda nous a fait une bonne démonstration. Donc, quand le trauma arrive, nous utilisons... Bon, qu'est-ce que vous pensez que nous utilisons premièrement? Par rapport aux parties du cerveau, quelle est cette partie que nous utilisons lorsqu'il y a un trauma qui arrive? Est-ce que c'est le préfrontal, les amygdales ou l'hippocampus? Yes. Oui. Okay. Samir, you put medulla. Do you want to share a little bit more? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partager un peu plus? I see amygdala, I see hippocampus, I see amygdala. And sorry, Samir, I didn't mean to put you on the spot. You're welcome to share if you want to about the medulla. Samir, je ne voulais pas vous mettre en avant-plan, mais si vous voulez partager, vous êtes le bienvenu. I don't know if you can hear me or not. Je ne sais pas si vous pouvez m'entendre ou pas. Oh. Thank you, Samir. So the trauma is disruptive, so we get out of the regular order. Yeah. Yeah, so trauma affecte toutes les parties du cerveau en réalité, mais la partie principale qui devient très active, c'est l'amygdale. Alors, si l'amygdala est très active, ça veut dire que nous allons essayer de regarder le prochain diapo, essayer de voir un peu la différence entre un cerveau normal ou un cerveau qui a expérimenté le traumatisme. Ici, c'est un enfant de 3 ans. Est-ce que vous remarquez la différence qu'est-ce que vous remarquez comme différence entre les deux cerveaux? Vous pouvez mettre ça dans le chat. Quelle est la différence entre ces deux cerveaux? La taille est très remarquable ici. Même la couleur du cerveau. Et la raison pour laquelle la couleur est différente, c'est parce que dans un enfant normal, en fait, il y a plus de densité, il y a plus de neurones, il y a plus de tissu nerveux. Alors, un enfant qui a été très négligé, il y a moins de nerfs, il y a moins d'espace, en fait. Il y a plus de fluide et de liquide dans le cerveau et moins de nerfs. Et si on devait faire, par exemple, un scanner du cerveau, on va voir qu'un enfant qui est, par exemple, qui a été négligé, il y aura, par exemple, plus d'activité de l'amygdale. Alors, on va essayer de jeter un coup d'œil au prochain diapo.
Quand il y a un trauma, il y a 3 réponses possibles dont j'ai parlé tout à l'heure. Se battre, fuir ou bien être tétanisé. Quand vous vous battez ou bien vous fuyez, vous pensez qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Quand, par exemple, vous avez un ours en voie de vous, vous devez soit courir ou vous battre. Qu'est-ce que vous pensez que votre corps est en train d'expérimenter, qui vous aide finalement de pouvoir se battre contre l'ours ou bien fuir l'ours? Qu'est-ce que vous pensez doit se passer dans votre corps? Oui. Il y a un pic d'hormones de stress, par exemple de l'adrénaline. Vous devez courir. Voilà, vos muscles doivent fonctionner. Si vos muscles doivent fonctionner, ils ont besoin de quoi pour fonctionner? Qu'est-ce que vous pensez dont ils ont besoin? Besoin de sang. Qu'est-ce qui est dans le cœur qui pompe le sang? Votre cœur, n'est-ce pas? Oui. Votre cœur pompe le sang. Votre cœur, vos vaisseaux sanguins fonctionnent aussi également. Ça veut dire que vos courbatures, vos muscles, il y a quelque chose qui doit vraiment fonctionner quand vous courez pour vous protéger d'un ours. Par exemple, vous n'avez pas besoin de digérer des aliments. Vous devez être à mesure avoir toutes vos ressources, aller vers vos muscles, d'aller vers votre système digestif. Vous ne devez pas être, par exemple, votre super organe de reproduction. Vous n'avez pas besoin d'être actif parce que vous n'êtes pas en train de faire une reproduction pendant que vous êtes en train de fuir un ours ou bien vous battre avec un ours. Ou bien, par exemple, peut-être, voilà, ces démangeaisons que vous avez sur votre peau. Finalement, vous n'avez pas besoin de vous focaliser sur ça, sur votre corps. Toutes vos ressources doivent aller sur vos muscles forts pour courir. Et ça a un impact sur le corps. Alors, nous allons essayer de voir la prochaine diapo. Comment est-ce que le trauma impacte le corps? Vous pouvez voir ici, chaque partie de notre corps est affectée. Comme je l'ai dit tout à l'heure, votre amygdala, l'activité de votre amygdala, c'est-à-dire qu'il y a moins d'apprentissage qui se passe, votre mémoire ne sera pas si bon, votre sommeil ne sera pas si bon, vous serez plus irritable, votre système immunitaire va être aussi impacté avec le temps, ce qui veut dire que peut-être vous allez prendre plus de temps pour guérir. Vous pouvez être plus de chances de tomber malade aussi. Les personnes qui ont, par exemple, des traumatismes chroniques ont tendance à avoir des problèmes avec leur système digestif. Ça peut avoir des maux de ventre, problèmes de digestion, une digestion sensible, une difficulté avec le système reproductif. Il y a aussi beaucoup de chances de tomber malade du cœur parce que votre cœur travaille tellement beaucoup à tout moment. Et souvent, les gens ne se sentent pas toujours traumatisés comme tel, mais il y a des symptômes physiques qui se manifestent. Tomber malade, par exemple. Oui, vous avez raison, Samir. Les risques d'avoir, par exemple, une attaque cardiaque, une crise cardiaque, ou bien avoir des courbatures au niveau de votre corps, pas être en mesure de dormir ou bien dormir trop pendant longtemps. Je ne pense pas que c'est un résultat qui est intéressant, n'est-ce pas? On va jeter un coup d'œil en profondeur par rapport, voilà, les ACES, ou bien les impacts Ce diapo montre, voilà, les résultats à long terme, ou bien, on va dire, les retombées à long terme le risque de fumer, de tomber dans l'alcool, dans les drogues, l'obésité, exposé aux fractures des os, le problème de poumons, des cancers, des maladies sexuellement transmissibles et l'augmentation des problèmes, des défis mentaux, par exemple. Alors qu'il y a beaucoup de preuves que le plus de ACE auxquels vous êtes exposé, le plus que vous avez plus de difficultés auxquelles vous allez être exposé à travers la vie. Mais il y a quelque chose qui est assez intéressant ici. Quand vous regardez la prochaine diapo, par exemple, les études ont montré que, par exemple, la plupart des résultats à long terme, c'est par exemple les personnes deviennent résilientes. La résilience est le résultat le plus courant.
quand nous sommes en faisant un suivi ou bien on étudie les personnes qui ont eu des traumatismes à travers des décennies, souvent, ils sont assez contents avec la vie. Ils sont satisfaits avec la vie en général. Et la résilience est finalement le résultat le plus courant quand on est dans une situation de trauma. Et je suis l'impression que c'est vraiment intéressant pour moi, d'après moi. Je suis en train de poser la question. Et par rapport à vous, quelles sont vos idées par rapport à cela? Quand vous êtes en train d'écouter les résultats de cette recherche, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez soit le mettre dans le chat ou bien le dire à voix audible. Vous pensez quoi de cette recherche? Comment vous sentez? Qu'est-ce que vous en pensez? Plus fort, je me sens plus fort. Yeah, it is good news. C'est une très bonne nouvelle. Oui, la résilience, et en fait, c'est un résultat naturel de ces personnes. Au fur et à mesure, dans une période assez grande, ou une longue période, par exemple, je me posais la question si, par exemple, les personnes seraient surprises par ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est surpris par... voilà, vous pouvez lever votre main si vous êtes surpris par ces résultats de recherche. Oui, merci, Samir. Alors, j'ai partagé ça avec vous parce que finalement, c'est important de savoir que l'impact du trauma, c'est aussi important de savoir que finalement, tous on va dire, les reproductions normales, la possibilité d'arriver, c'est la résilience. Mais il y a des manières par laquelle on va dire, accélérer cette méthode. On va parler de ce qu'on peut faire. Que pouvons-nous faire? La première chose, c'est d'abord remarquer, être au courant, voilà, se poser la question, à quel point je suis stressée? Alors, je vais vous inviter finalement de le faire avec moi ensemble et je vais vous inviter, par exemple, de le mettre au niveau du chat, juste à quel point je suis stressée. On va dire, ça veut dire je ne suis pas stressée du tout. Et 10, je pense que je suis vraiment super stressée durant toute ma vie. À quel point, à ce moment précis, vous êtes stressé? Remarquez. Vous êtes aussi, si vous voulez juste remarquer ou le mettre dans le chat, oui. Oui. Merci. Merci. Merci, Brenda. Merci, Patricia. Merci, Frémy. I see a 7 from Betty. Yeah. Yeah. Then the next question to ask. La prochaine question qu'on doit se poser. Comment puis-je savoir? Quand je pose cette question, comment vous savez, par exemple, par rapport à votre corps, comment vous le sentez par rapport à vos sentiments? Peut-être vous pouvez savoir, vous sentez que vos épaules sont très tendues et vous avez peut-être vos pensées sont dans tous les sens. Peut-être vous avez l'impression que vous arrivez toujours, vous bondissez sur place parce que, par exemple, vous êtes fatigué à tout moment. Essayez juste de, voilà, prendre conscience de cela. Comment vous le savez? Et ensuite, vous posez la question de savoir? Oh, oui, oui. Essayez de pouvoir scanner votre corps. Voilà, vérifiez, faites le checking de votre corps. Être fatigué tout le temps? Oui. Ça, sont des indications assez bonnes. Comment est-ce que vous savez, voilà, que vous êtes arrivé à ce niveau de ce moment? La prochaine question que vous pouvez vous poser, voilà. Est-ce que ce que vous faites, ce que j'utilise mes capacités d'adaptation, est-ce que j'utilise mes capacités d'adaptation? Est-ce que vous faites maintenant, est-ce que ça vous aide? Est-ce que ça vous aide? Justement, ça peut être, par exemple, que vous pensez que cette présentation est intéressante et utile. Peut-être que, par exemple, Patricia a dit, si vous avez des douleurs, par exemple, vous pouvez, par exemple, remarquer peut-être que m'asseoir de cette façon ne m'aide pas. Voilà, cette position, finalement, me donne beaucoup plus de douleur. Peut-être que vous n'avez pas mangé. Peut-être que c'est ça qui vous donne des douleurs.
Essayez de juste remarquer ce que vous faites maintenant en ce moment précis. Est-ce que ça vous aide, c'est utile ou pas? Si ça vous aide, c'est utile, allez, super, continuez. Mais si ce n'est pas le cas, essayez de penser peut-être à ce qui peut vous aider à vous faire sentir mieux, que vous pouvez faire de façon différente. Peut-être c'est juste, vous avez peut-être faim. Vous pensez, ça me stresse. Ou bien il y a beaucoup de bruit. Vous voulez, par exemple, voilà, il fait chaud. Vous voulez aller peut-être à l'ombre. Quoi que ce soit, essayez de voir ce qui peut vous aider à pouvoir vous restaurer. Ça peut être respirer profondément et voir peut-être ce que vous faites ou ce que vous avez fait, si ça fonctionne ou pas. Ça, c'est un processus que vous pouvez utiliser à n'importe quel moment de la journée. J'ai parlé de pouvoir se recadrer. Peut-être que vous ne comprenez pas ce que je veux dire. Je vais vraiment en parler en détail. Oui, ça c'est vrai, Patricia. Écoutez votre corps et savoir quels sont vos besoins, par exemple. Oui, ça c'est ce qu'on doit faire. On va parler des manières de pouvoir justement de se calmer et se stabiliser. On va parler de plusieurs choses avec vous. On va parler le maximum dont on peut. Et si on n'arrive pas à couvrir tout, ce n'est pas grave. Parce que je pense que vous pensez que vous allez avoir une copie de justement ces diapos. La première, j'appelle ça le respirer, on va dire un diaphragmatique, respirer à travers justement une paille, respiration de paille. Je vous invite tous avec moi. Ça veut dire inspirer normalement et vous expirez comme si vous expirez à travers une paille. I see many of you following. Je peux voir que vous suivez. Alors, je vais faire quelques plus. Faites ça, répétez. Encore une fois de plus. You might notice that this breathing Vous avez remarqué que cette respiration et ça cause le nerf appelé le nerf vagus. Vous pouvez penser que c'est Las Vegas, mais c'est un nerf qui est responsable de votre fonction de relaxation. Donc, si vous voulez, vous pouvez encore le répéter, le faire une fois de plus. Comme dans un straw, vous allez respirer. Donc, donnez-moi un pouce si vous aimez bien cet exercice. Je pense qu'on a eu un pouce en bas. Voilà. Brenda, je vois que ça marche pour vous. Respirez dans la paille. Si c'est un pouce à l'envers, ça veut dire que ça n'a pas marché. Et si ça marche pour vous, c'est bien. Donc, vous avez maintenant un instrument que vous pouvez utiliser. Donc, nous allons maintenant vous montrer une autre manière. Ça, c'est une chose que vous n'allez pas pouvoir faire maintenant, à moins que on pouvait le faire plus tard. C'est prendre toute chose froide et le mettre près de votre visage. La raison pour ça, c'est que si vous avez quelque chose de froid, si vous avez quelque chose de froid à côté de votre face, votre corps se sent comme dans l'eau. Et ça donne un message de pouvoir donc se calmer, se relaxer. Ça peut être une canette de boisson, ça peut être un verre d'eau, ça peut être un glaçon, ça peut être une cuillère froide que vous pouvez mettre sur votre face.
Mais je suis sûre que ce n'est pas tout le monde qui est près d'un frigérateur. Et cette nouvelle partie, c'est ce qu'on appelle la méditation, la pleine conscience. Donc, levez votre main si vous avez essayé. Donc, le reste de conscience demande trois choses. De pouvoir écouter, donc s'écouter. This one, I call it the loving kindness meditation. Et celle-ci, j'appelle ça une méditation d'amour. Et je voudrais donc que vous preniez un moment pour penser à quelqu'un ou à quelque chose. Et vous voyez que vous envoyez certaines ondes d'amour, certaines ondes de protection, de valeur. Et vous pouvez même parler dans vos pensées et dire à cette personne que je vous souhaite le bonheur, je souhaite la paix. Juste envoyer ces ondes positives. Je vois qu'il y a certains d'entre vous qui sont dans l'exercice. Et maintenant, je vais vous demander aussi de vous envoyer à vous-même cet acte d'amour. Dire que je souhaite à moi-même la paix. Je souhaite à moi-même la bonne santé. Je m'envoie des ondes d'amour. Et dites-moi, comment est-ce que vous vous sentez en faisant ça? Maintenant, regardez, sentez-vous. Est-ce que vous avez aimé ça ou pas? Donnez-moi un pouce si vous avez aimé ça ou un pouce en bas si vous n'avez pas aimé. Oh, je vois beaucoup de pouces au-dessus. Est-ce qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas la méditation de la conscience et d'amour? On va essayer autre chose. Merci, Kali. Se basculer, c'est quelque chose qui est très commun quand nous sommes enfants. Et j'aimerais vous inviter à le faire, donc d'aller en avant, en arrière, des deux côtés, en manière circulaire. Juste un moment pour vous balancer un peu, vous basculer. Essayez donc de vous basculer où vous êtes en avant, en arrière, dans les différentes directions. Juste essayez un peu. On va faire ça encore pour quelques temps. Quand vous êtes prêts, et après ça, vous allez juste prendre une pause et vous allez prendre un peu conscience, vous allez remarquer si vous avez aimé ou pas. Oh, ça, c'est un autre instrument encore que vous avez appris aujourd'hui, qui peut être resté dans votre tiroir, votre boîte de conservation. Et ça, c'est vraiment un autre instrument que vous pouvez utiliser. Et ça, c'est très important parce que ça vient vraiment, c'est capable de pouvoir calmer notre cerveau. Une autre chose, c'est ce que j'appelle la lotion sur les bras. Donc, quand vous voyez, l'idée, c'est juste de pouvoir donc mettre votre bras, deux épaules, tout au long de votre bras. Vous pouvez donc juste vous étreindre avec vos deux bras ou juste vous donner comme
une petite caresse où vos mains vont du haut de votre épaule au bas. Imaginons que vous êtes en train de vous mettre une lotion, une crème sur vos bras. Et essayez maintenant de checker, de voir, est-ce que vous avez aimé ou pas? Juste, voilà, je commence à voir les réactions. C'est bien, c'est bien. Et il y a des gens qui sont très sensibles au toucher. D'autres personnes ne le sont pas. OK, je vais passer le prochain et aller à autre chose. Donc, je vais inviter tout le monde à faire un peu un massage, un automassage. Donc, vous allez lever une main, n'importe quelle main. Prenez 3 doigts et vous allez le mettre juste au milieu de votre bras et du haut vers le bas. Et vous donnez juste un petit massage à ce niveau. Essayez de voir si vous aimez ça. Et juste faire un bon point, juste comment je le montre. Et ça aide un peu à pouvoir se décharger un peu. Vous allez faire dans les deux bras et voir comment vous vous sentez. Et juste prendre quelques secondes de remarquer si vous aimez ça ou pas. Vous pouvez aussi essayer d'autres parties de votre main si vous le souhaitez pour juste vous réchauffer un peu. Vous pouvez prendre des pauses et prendre compte est-ce que vous avez aimé ou pas. Un pouce au-dessus si vous avez aimé. OK, je suis contente que vous avez aimé. Voilà, donc c'est encore un autre instrument. Pour courir derrière le temps, ce que je veux faire maintenant, on veut juste essayer de faire un résumé. Donc, je vous ai donné une liste de stratégies qui peut vous aider à pouvoir vous calmer. Et il y a quelque chose qui dit que c'est mieux de pouvoir empêcher une mauvaise chose d'arriver que de réparer la mauvaise chose une fois qu'elle s'est produite. Les choses que vous pouvez faire maintenant, comme ça, quand le stress arrivera, vous serez préparé à pouvoir traverser ce moment. Il y a les mouvements. Ça n'est pas seulement aller à la gym, vous pouvez nettoyer votre maison. Il y a les médicaments pour la dépression et l'anxiété. Manger correctement, manger sain. Et aussi se connecter aussi avec d'autres personnes. Et tout cela, c'est une fondation pour prévenir le stress lorsqu'il arrivera. C'est beaucoup d'informations qu'on a partagées. J'étais supposée vous avoir en groupe d'études, mais vu qu'on court derrière le temps, je voudrais juste que dans la messagerie, vous pouvez réagir sur cette question. Qu'est-ce que vous avez, une chose que vous avez appris aujourd'hui? Si vous voulez pouvoir vous exprimer, activez votre micro et partagez avec nous. Et voilà, donc vous pouvez mettre votre réponse dans la messagerie.
qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui? Or say it out loud. Good, Patricia. Different exercises that can help you regulate. Patricia, différents exercices qui peuvent vous aider. Yes, Teresa. Different tools to deal oui, Teresa, même les instruments pour le stress. Yeah. Good, good. Oui, c'est très bien. And if you want to write down a reminder on a post-it to use one of these tools. Et si vous voulez même vous écrire un rappel des instruments que vous pouvez utiliser. Good, good. Okay. Yeah. Thank you, Fremi, for that. Merci beaucoup. Et j'aimerais donner la parole maintenant à qui voudrait bien. Samir, that's a good question. I can't remember. Samir, ça c'est une bonne question. Comment est-ce que la résilience peut être le résultat final par rapport au pourcentage? Si on regarde les études qui ont été faites, on peut avoir une étude spécifique sur ça, mais c'est beaucoup plus aux environs de 50%. Okay. Si vous avez plus de questions, Brenda et Kali, vous pouvez partager avec moi les questions même plus tard. Juste parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Et voilà, oui, il y a des ressources que nous voulons juste partager. Okay. Well, that's it that I have for you all. Donc, ça, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Je vais donner la parole à Kali et Brenda. Thank you for coming, everyone. That ends our... Merci pour votre participation aujourd'hui. En ce, nous finissons la session d'aujourd'hui. J'espère que vous avez tous bénéficié de quelque chose aujourd'hui. Nous allons donc partager les présentations à tous ceux qui sont intéressés. À tous ceux qui sont intéressés de nous joindre pour les autres sessions, le lien sera là, donc notre groupe qui s'appelle HRI Connect.